Rebonjour du coup à tous et toutes. Enchanté d'être avec vous pour ce second jour. Donc avec moi, nous allons voir du coup la vente. Alors déjà, avant de commencer, j'aimerais faire un tour de table, un tous ici. Quel mot vous mettriez sur la vente déjà? C'est arrivé chez moi, donc je prends. Vas-y. Je dirais liberté. Ouais, Je dirais plus-value. ouais. Ça peut être négatif aussi. Il n'y a pas de souci, positif. Voilà, on est entre nous. Hein. On ne se juge pas. Un mot dessus. Ouais, c'est tout compris. Hein. Pour moi, c'est plus-value. À tes souhaits. Je dirais vente, contraire de consommateur. Ouais, Acquisition. Acquis. ok. Beaucoup d'un limo. Plus-value. Ok. Je dirais gagnant-gagnant. Ok, gagnant-gagnant. C'est vrai. Cédric? Je sais pas. Ok. Mais c'est. Enfin, t'as plutôt donc une image positive ou négative? Ça te fait peur la vente ou tu vois ça comment toi? Pour toi? Un petit peu peur. Ok, intéressant, ok. Bernie? Naturellement riche, de la thune. La thune? Direct. Ça se cache au moins. Ok. Plus-value, ok. Donc t'as un bon public. Hein. Ouais, ça va, hein, ça va. Du coup, pour toi, c'est, tu m'as dit? Marc? Ouais, Marc. Non, plus-value. Plus-value, ok. Et Chris? Je vais essayer. Émotion. Ah, il m'intéresse celui. Émotion. Ok. Je vais en mettre deux, positif, négatif. En positif, de la part de valeur. Ouais. En négatif, arnaque. Ah, l'arnaque. Ok. Pour moi, c'est assez neutre. Ok. Après, oui, il faut mettre négatif. Yes. Il faut mettre arnaque, hein, forcément. C'est une arnaque. Certains, personne l'a dit, mais je suis sûr. Oui. Certains, là, Bah, c'est vrai qu'on a souvent l'image, enfin pour beaucoup de monde, mais de la vente comme le commercial qui arrive chez vous, qui met le pied dans la porte et qui va forcer en fait. Donc le but déjà donc, de ça en fait, c'est de dépoussiérer un peu, un peu comme le comptable. Hein. On va en fait dépoussiérer l'image qu'on peut avoir de la vente qui fait peur souvent. On a toujours voilà, cette image du commercial un peu véreux qui vient chez vous, qui vous force à acheter un produit qu'on ne veut pas en fait. Ok. Ouais, un beau gosse quand même. Pas mal, hein. Du coup, l'art de la vente, du coup. Comment la vente a changé ma vie? Donc, à ce jour, donc, moi, je suis donc dans la vente. Donc, moi, je suis dans la vente depuis un peu plus de 10 ans maintenant. Et j'ai fait donc à ce jour plus de 52 millions d'euros de chiffre d'affaires. Entre mes ventes à moi personnelles et les différentes équipes que j'ai pu aussi accompagner. Pourtant, je n'étais pas du tout, donc, à la base, en fait, prédisposé à aller dans la vente, déjà. Donc, on va le voir. Donc, moi, c'est Jérôme. Hein. J'ai 39 ans, originaire du Sud-Ouest. J'ai pas l'accent de Paris, hein. On entend déjà, je suppose, un petit peu quand même. Et du coup, donc, moi, j'ai débuté dans le bâtiment. Donc, c'est moi, déjà beau gosse à l'époque. il y a, il y a, il y a 15 à 20 ans à peu près. Donc, moi, j'ai eu un parcours scolaire assez classique, on va dire. Hein. J'ai quitté l'école donc, en troisième. Hein. Je n'étais pas un mauvais élève, je n'étais pas non plus excellent en fait. Hein. J'avais près 11, 12 de moyenne générale, mais j'ai vite compris en fait que l'école, en fait, ouais, je faisais chier en fait. Pour parler clairement en fait. C'était pas pour moi. Et j'ai dit, ouais, non, là, moi, je veux gagner ma vie en fait, faire de l'argent. Et donc à l'époque, on cherchait du monde aussi dans le monde du bâtiment. On m'a dit, ouais, le bâtiment, il faut de la main-d'œuvre, ça paye bien. Ouais. Bon, on verra ça après. Mais du coup, vas-y, quoi, si tu veux. Bon, j'ai dit, bien, écoute, pourquoi pas. Donc, j'ai quitté l'école, donc troisième, je suis parti en CAP et j'ai commencé dans le monde du bâtiment où j'ai bossé pendant 14 ans et 6 mois, pour être précis, dans le monde du bâtiment. Donc, avec les aléas qui vont avec, hein, le bâtiment, ben, c'est le mal de dos, on se crame
L'été, il fait chaud. L'hiver, oui, parce que même chez moi, il fait froid aussi l'hiver. Des fois, il fait -5, ça arrive dans le sud. Donc, c'est les crevasses sur les mains, voilà, etc., etc. Et donc, à l'époque, je faisais 40 heures semaine et je gagnais 1500 € net par mois. Moi, j'étais content à l'époque. Hein. En fait, j'ai vu que ça, moi. Donc, pour moi, c'était normal, en fait. Et du coup, dans ce chantier, je voyais les commerciaux qui venaient de Point P, tout ça, ouais, les marchands de matériaux. Et je parlais parfois donc, avec eux. Et en fait, donc les gars, ils gagnaient mieux leur vie que moi, en fait. Ils n'avaient pas mal au dos. Ils étaient bien habillés. Pas de crevasse sur les mains. La voiture de fonction. Je dis, putain, mais en fait, c'est ce qu'il fait, mais je peux le faire aussi, moi. Et puis, bon, on s'est commencé, on est vraiment dans la routine, mais ça commençait déjà à s'ancrer un peu dans ma tête, tout ça. Et j'étais attiré de plus en plus vers ce monde-là. Mais voilà, on ne passe pas à l'action, on a la sécurité, le CDI, on sait ce qu'on a, on ne sait pas ce qu'on aura. Bref, vous voyez, le truc classique, quoi. Et un jour, on me dit, bah, écoute, Jérôme, je ne peux plus te garder. Voilà, on n'a pas assez de boulot. Licenciement économique. Boum. Alors, je bossais pendant quasiment 15 ans, hein, non-stop, et là, d'un coup, écoute, chômage. Là, en fait, il y a deux types de profils. Il y a ceux qui vont sombrer. Oh, ça y est, c'est le chômage, mon Dieu, que je vais devenir. Et ceux, en fait, qui vont en profiter pour rebondir, en fait, et saisir l'opportunité. Donc, moi, je vous laisse deviner dans quelle case j'étais, du coup. Je me suis dit, bah, écoute, pour moi, c'est un signe. Je vais, en fait, rebondir et me diriger vers la vente. Et donc, je suis allé vraiment au culot. Hein. Pour rappel, j'ai aucun diplôme. Hein. J'ai même loupé mon CAP. J'ai 0 diplôme. Et donc, j'ai postulé à différentes entreprises, en fait. Hein. Pour la vente, poste de commercial, j'ai fait 15 entreprises, 15, 20, je ne sais plus, à force. À chaque fois, ah non, pas d'expérience, nous, on veut au moins 2 ans. Ah non, pas les diplômes. Ouais. Le truc classique, voilà, qu'on vous dit à chaque fois, quoi. Et un jour, du coup, donc une boîte m'a fait confiance. Elle m'a dit, écoute, pourquoi pas? Elle m'a dit, bon, c'est vrai que tu n'as aucune expérience dans la vente, mais c'était pour vendre, du coup, des menuiseries, isolation des combles, pompe à chaleur, chaudière, tout ça. Elle m'a dit, tu as quand même le côté technique qui peut aussi plaire, du coup, aux clients, en fait. Donc, du coup, on va essayer. Mais du coup, une journée avec le directeur de vente, ouais, cool, et écoute, c'est bon, moi, ça me plaît, on y va. Il m'a dit, ok, tu vas faire 5 jours sur le terrain en formation avec différents commerciaux. Du lundi au vendredi. Je dis, ok, super, génial. Donc là, je fais les 5 jours. Combien de ventes j'ai vu en 5 jours? Allez-y. Combien? 0. Combien j'ai fait? Enfin, combien j'ai vu, pardon, de ventes? Ouais. Non, vu. Combien j'ai vu de ventes? Du coup, moi j'ai en formation en 5 jours. J'accompagnais du coup les commerciaux. Ouais. Je faisais la plante à côté, moi. Ouais. Je ne bougeais pas, je regardais, moi. C'est ça. 10, 5, qui est mieux 10, 5, 0, 15, 30. Et on a le bon chiffre, il est là. 0. Oh, t'as un peu triché, toi. Hein, t'étais là au podcast, c'est pour ça. Il était là. L'écoute active, c'est ça. 0. J'ai pas vu une seule vente en 5 jours. Il m'appelait le chat noir, en fait, il m'appelait le commercial. C'est pas possible, il m'a dit, mais je te jure, c'est vrai. Pas une vente. Je dis, ok. Et le lundi, du coup, il m'a dit, patron, c'est à toi, quoi. Donc, j'ai eu une formation d'1 heure en salle, parce qu'en fait, on vendait beaucoup aussi donc, les produits avec un financement. 1 heure de formation, voilà comment on monte un dossier de financement. Hein. Tu as le 4 pages, voilà, avec le calque en dessous. Je ne sais pas si tu connais Domo Finance, Financo, tout ça. Je ne sais pas si ça te parle. Hein. Donc moi, je ne connaissais rien. Hein. Il m'a dit, voilà, en 1 heure, broche de crâne, et vas-y, c'est bon, t'es un champion, prends la voiture. Vas-y. Faut que tu ailles vendre, du coup. Waouh, la Peugeot blanche, 207, HDI, je me rappelle encore, tu vois. Du coup, premier client, j'arrive et tout, moi, voilà, avec ma tête enfarinée, là, bonjour, du coup, je ne vends pas. Second client, je ne vends pas. Troisième, je ne vends pas. Quatrième, je ne vends pas. Et donc ça, j'ai commencé, c'était au mois de juillet, en fait. Et donc, on est arrivé le 16 juillet.
Et c'était aussi le mois où je me mariais aussi. Hein. Un nouveau travail, mariage, ouais, j'aime bien moi me challenger. Et du coup, arrivé le 16, donc moi, je me marie le 19, je crois que c'était, ouais, 19. Si ma femme, du coup, elle regarde, je vais me faire engueuler. Je lui ai dit donc au patron, ouais, je peux prendre 2 jours là, le lundi, mardi, parce que je serai fatigué, je me marie samedi, tout ça. Donc, il m'a dit, t'as vendu? Ouais. J'ai dit, pas encore. J'ai pas dit non. J'ai dit pas encore. Et bien, il m'a dit, ben non, alors tu prends pas tes jours. Et là, j'ai dit, l'enfoiré. Dans ma tête, j'ai pas dit au patron, mais j'ai dit. Donc samedi, mariage, et le lundi, j'arrive, premier rendez-vous, 9h du matin, la tête dans le brouillard, attention. J'ai pas dit le reste. Et complètement détaché en fait de la vente, j'étais fatigué et tout là. Et donc je fais mon produit, je fais mon pitch, tout ça, et je vends. Je dis, putain, mais qu'est-ce qui s'est passé en fait? Vous êtes sûr, hein, vous, Ah ouais, non, mais moi je croyais pas en fait. J'ai dit, mais c'est vrai. Ouais, c'est bon, je le veux et tout. Hein. Bon, d'accord. Donc je vends et tout. Ok. Je dis, je suis bon en fait. Et après, second jour, seconde vente, troisième jour. Et là, en fait, c'est parti. Et là, j'ai eu un déclic. J'ai compris qu'en fait, qu'il faut être complètement détaché vraiment de la vente. Et c'est là, en fait, donc, où tu vends en fait. Donc de là, après, j'ai commencé donc à bien vendre. Je me suis formé. Bon, après, à l'époque, il n'y avait pas toutes les vidéos comme maintenant. Il n'y a pas les YouTube et tout ça. Enfin, il n'y a pas autant de formations, de tutos. J'ai acheté du coup des bouquins sur la vente, sur le PNL, le langage corporel. Et au bout de 6 mois, je faisais partie des meilleurs commerciaux de la boîte. Hein. Bon. On était 15, hein, parce que si on est 2, c'est facile. Hein. Voilà. On était 15 commerciaux du coup. Et au bout d'1 an, j'étais le meilleur commercial du coup d'entreprise. Et donc le patron m'a dit, tu veux évoluer, tu veux passer cadre, tout ça, et avoir donc une équipe, les managers. J'ai dit, écoute, vas-y, pourquoi pas. Et donc, je prends donc une équipe et c'est parti. Et dans 1 an avant, j'étais encore maçon. Hein, sur le chantier, voilà. 1500 par mois. Déjà, en tant que commercial, j'arrivais à me sortir des revenus entre 3 et 7 000 euros par mois. Disons, j'étais content, hein, parce que maçon, 1500. Là, j'avais 4 carburants et tout, voiture payée. Et du coup, après, donc, je passais cadre. Et là, en fait, on a tout dégommé avec mon équipe. On était 4 équipes en tout. 4 managers. Tous les mois, on faisait, donc j'avais 5 commerciaux, donc 6 donc avec moi, donc c'est pas énorme. Hein. Donc par mois, attention, j'ai bien dit par mois, on faisait entre 400 à 600 000 euros de chiffre d'affaires. À 6. On dégommait toutes les autres équipes. Tous, on les dégommait. Ils étaient fous. Les managers, donc du coup, c'était entre guillemets mes concurrents, entre guillemets, quoi. Ils ne comprenaient pas que moi, qui étais maçon encore il y a 1 an, comment je pouvais arriver à avoir de tels chiffres, en fait. Mais comment il fait? Moi, je suis diplômé, moi, ça fait 10 ans que je suis commercial, j'étais formé, lui, il arrive, il était maçon, le gars, il arrive. Voilà, en fait, j'étais l'homme en fait, à abattre, quoi. Il fallait. En fait, ouais, c'est ça, il fallait me dézinguer, quoi. Et moi, en fait, moi, je m'en foutais. Moi, j'étais focus sur mon équipe, focus sur mes résultats. Moi, tu peux me critiquer, je m'en fous. Parle toujours, ouais. Voilà. Et en plus, j'étais aussi le plus jeune de mon équipe que j'ai managé. Et j'avais des commerciaux donc, avec moi qui étaient depuis 30 ans, commercial. Le vieux briscard, oh, tu vas pas me dire comment on fait à moi. Moi, je sais comment on fait, moi, la vente, c'est toute ma vie. Tu vois. Allez, le mec, vraiment, le vrai commercial, quoi, tu vois. Avec le bon bill et tout, là, tu vois. Et le gars qui ne se fout pas en question. J'ai dit, écoute, il s'appelait Jean, le mec, on appelle Jean. Jean, Jean Jambon, je sais pas. Et j'ai dit, écoute, Jean, on verra à la fin du mois qui c'est qui est en haut du classement et qui c'est qui est en bas, quoi. Du coup, dans mon chiffre, donc je faisais mon chiffre, pareil, et boum, tous les mois, en haut au tableau. Jean, t'es où, Jean? À la réunion, Jean, t'es où? Au tableau, t'es tellement bas que je te vois pas, quoi. Je te cherche. Oh, ta gueule, il me disait. Voilà. Du coup, tu veux écouter maintenant comment on fait? D'accord, il me dit. Voilà. Et après, du coup, donc c'est moi qui les ai formés, managés. Donc ça a duré pendant à peu près, je dirais, 7 ans, 8 ans à peu près. Et pour info, donc à l'époque, même maintenant, ce serait énorme. Hein. Donc j'étais cadre
salarié, je gagnais net par mois, après abattement fiscal, impôt donc à la source, j'étais à 15 000 euros net par mois. Je gagnais déjà, donc ce qui est énorme pour un salarié. Donc j'ai fait ça pendant 7 ans, 8 ans, mais par contre je travaillais énormément. Je travaillais énormément, j'avais plusieurs secteurs donc, à gérer avec différents commerciaux du coup, donc, dans la France. J'étais souvent en déplacement, je rentrais tard chez moi, c'était minuit souvent et tout. Et là après, ma fille aussi donc, est arrivée et j'ai en fait décidé de quitter ce monde-là, clairement. Donc là je suis passé de 15 000 à Pôle emploi. Et Pôle emploi? Ah ouais. Ah ouais, Pôle emploi, là c'est un sketch aussi. Du coup, ouais, là donc j'arrive et tout, Pôle emploi, tout ça. Bonjour monsieur, bonjour madame. Du coup, on va faire un point ensemble sur votre situation, pas de souci. Alors du coup, c'est quoi votre travail? Ben, je fais ça, ok. Du coup, combien vous gagnez? 15 000 euros. D'accord, bon, par an? Ah non. Ah non, par mois. Et là, il me blanc. 15 000 euros par mois, vous êtes sûr? Ben oui, je suis sûr. Ouais. Elle m'a dit, mais j'ai jamais vu ça. Elle m'a dit, mais c'est quoi votre métier? Mais tout, j'ai expliqué et tout. Ah bon? Elle m'a dit, mais moi, c'est pas possible. Mais nous, jamais on va vous donner ça, nous, 15 000 euros. Ouais. Ah, dommage. Je m'en doutais un peu, quoi. Je lui ai dit, franchement, oui, 15 000 euros. Elle m'a dit, en fait, nous, on est plafonné à 6 000. Elle m'a dit, c'est. Ben, je prends 6 000, quoi. Écoute, donnez ce que vous pouvez, quoi. Je lui ai dit. Donc là, ben, j'ai profité un peu pour l'emploi, chômage, voilà, parce que je travaillais beaucoup avant. Écoute, là, je vais profiter de ma fille. Je suis resté à peu près 3 mois, tranquille, voilà, à profiter, franchement. Hein. Et à force, bon, moi, ça va un temps aussi, parce que j'aime bien être aussi dans l'action, en fait. Et j'ai décidé d'être en fait mon propre patron et de me former en fait aux nouvelles techniques de vente. Et c'est là en fait où je me suis formé pour être prescripteur. Et là c'est beaucoup, là c'est de la vente mais beaucoup plus dans la psychologie humaine. Qu'est-ce que la différence entre un commercial classique et un prescripteur? En gros c'est un commercial 2.0 qui travaille en visio. Prescripteur, closer, on peut dire, voilà. Mais je vais vous le dire. Un commercial classique, en fait, il est focus sur son produit. Il va vous parler pendant 1 heure. Mon produit, il est génial. Tu vas faire X économie avec ça et tout. C'est super. Il va vous foutre la tête comme ça, en fait, pendant 1 heure. Alors que le prescripteur, mais c'est vrai, le commercial 2.0, lui, il est focus sur la personne. Il va parler de son offre, produit, pendant 5-10 minutes, en fait. Mais le reste du temps, il est focus sur la personne, dans l'humain, dans la psychologie. Et c'est là où un commercial classique sur 10 prospects, il fera peut-être 3 ventes, hein, alors que le prescripteur, avec les mêmes clients, il fera peut-être 7-8 ventes, par contre, parce qu'il est vraiment dans l'humain. Pourquoi vous devez maîtriser cette compétence? La vente fait clairement partie de votre quotidien, la vente. On est dans l'IMO. Quand vous voulez négocier votre achat immobilier, vous voulez acheter un bien, il faut savoir comment négocier, comment faire baisser le prix, comment parler en fait aux vendeurs. Ça fait aussi partie de la vente en fait. Quand vous devez vendre votre projet IMO à votre banquier, vous arrivez, monsieur, je vais emprunter, si vous arrivez là tout tremblant, que vous ne savez pas vendre votre projet et vous vendre à vous, pourquoi est-ce que le banquier devrait vous faire confiance? Ben, c'est pareil. Alors, il va dire, ben non, on ne vous suit pas. C'est de la vente aussi. Quand vous présentez aussi pour un nouveau travail, si vous arrivez devant le patron que vous ne savez pas vous vendre à vous, vendre vos compétences, il ne vous prendra pas. Next. Quand vous voulez aussi avoir une augmentation, par exemple, si vous arrivez devant un patron pour avoir 100 euros de plus, 200 euros, 300 euros, 500 euros en plus, que vous ne savez pas vous vendre, pourquoi est-ce que le patron devrait vous augmenter? Quelles sont vos compétences? Vous avez apporté ça à l'entreprise? Ben, c'est pareil. Il va vous dire, ben non, écoute, tu repartiras dans 1 an, hein, bisous, il nous fera. Quand vous souhaitez vendre aussi donc un objet, une voiture, un appartement, même sur le bon coin, un truc tout bête, comment vendre un objet, comment le rendre sexy, l'objet, comment le vendre au bon prix, comment répondre au vendeur qui va vouloir négocier le prix, parce qu'à chaque fois sur le bon coin, les mecs, bonjour, vous mettez à 50 euros, moi je le prends à 20 euros. Ça c'est classique. Comment répondre à ça, comment négocier, vous voyez? Quand vous voulez convaincre votre conjoint ou conjointe,
d'acheter un sac, par exemple. Madame, oh chérie, le sac, j'ai vu un sac en vitrine, il était chouette. Ou monsieur, ma chérie, il faudrait qu'on change la voiture là. Hein. Il faut savoir aussi argumenter pourquoi. La vente fait partie de votre quotidien. Et ceux qui sont très très bons vendeurs, et on est beaucoup ici donc à en avoir, et moi aussi, du coup, c'est les enfants. Pourquoi les enfants savent vous vendre? Quand ils vous regardent, quand ils sont petits, papa, tu veux pas m'acheter ça, maman, s'il te plaît? Tout ça. Pourquoi? Ah là, l'émotion. C'est des très bons créateurs d'émotions, les enfants. Et l'émotion fait clairement partie de la vente. Donc ça, on va y revenir un peu après. Donc là, étape importante. Les différents profils psychologiques que vous pouvez trouver en fait dans votre quotidien, que ce soit votre collègue, votre femme, votre voisin, voilà. Nous ici tous, en fait, nous sommes tous ces couleurs-là, tous. Mais il y a une couleur qui va prédominer chez chacun d'entre nous, en fait. On a le profil bleu, profil analytique. Kevin. Minutieux, rigoureux, axé sur les objectifs. On a le profil jaune, motivé, dynamique, ambitieux, qui aime beaucoup aussi le contact humain, le jaune. Mais par contre, le jaune, il est très gentil. Il est très gentil, très humain, voilà. Mais il a un défaut, en fait, le jaune, il parle beaucoup. Le jaune, tu vas lui poser une question. Salut, ça va? Écoute, ça va bien. Alors, mais hier, il m'est arrivé un truc et tout. Et là, c'est parti pendant 1 heure. Là. Et là, si vous ne l'arrêtez pas, si vous ne cadrez pas le jaune, il va vous pomper en fait votre temps et votre énergie. Il vous fatigue le jaune. Donc, il faut constamment le recadrer, le remettre. Écoute, super, mais là, dis-moi. Voilà. Et ça, quand vous avez un client qui est jaune, il faut vite constamment le recadrer. Il faut être maître de l'appel, sinon vous allez perdre du temps et de l'argent. On a le rouge. Aïe, 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 le rouge. Le rouge. Le rouge, il fait souvent peur en fait aux prescripteurs commerciaux débutants. Le rouge, il est direct, franc, compétitif, orienté, résultat. Le rouge, il n'a pas de temps à perdre. Il faut que ça aille vite, le rouge. Souvent, pourquoi donc il fait peur aux commerciaux débutants? Parce qu'il va un peu vous déstabiliser. Écoute, moi, j'ai pas de temps à perdre. C'est quoi ton prix là? Dis-moi. Voilà, lui, il arrive dire cash. Hein. Et souvent, les commerciaux débutants, ils disent oula, il me fait peur, lui, et là, il va vous déstabiliser. Et si le rouge, en face de lui, il n'a pas quelqu'un aussi qui a de la poigne, en fait, c'est mort, en fait. Il ne fera pas confiance. Le rouge. Après, vous avez aussi le vert, très dans le relationnel, empathique, solidaire, fiable, hypersensible souvent. Les profils verts, ça va être souvent peut-être tout ce qui est infirmière, ça va être aide à domicile, prof de yoga, très dans la sérénité, zen. Le vert, vraiment, c'est des gens aussi qui sont très très gentils. D'après vous, un banquier, par exemple, il est dans quelle catégorie là, un banquier? Bleu. Bleu, ouais. Bleu. Yin, t'as dit rouge? Ouais. Ça fait blouge, c'est ça, non? Blouge. C'est ça. Il n'y en a pas. C'est blouge. Jaune, tu dis? Ouais. Les banquiers, ouais, c'est très très bleu, les banquiers. Et c'est pour ça, en fait, et chaque profil que vous avez là, en fait, il y a des mots qui vont leur parler. C'est pour ça que si vous arrivez face à un banquier avec un projet qui n'est pas solide, en fait, que vous ne savez pas trouver les bons mots, que vous n'avez pas des chiffres à lui montrer sur votre ordinateur, tout ça, ça ne parle pas en fait. Le banquier, lui, il faut de la précision. Il faut des chiffres, le banquier. Le banquier, il faut vraiment que ce soit, il faut aller dans le chirurgical. Ça, c'est les mots qui vont me parler à un profil bleu. Les chiffres, les KPI, tout ça. Il connaît ça, hein. Kevin, les chiffres, tout ça. Vous voyez, il faut parler, en fait, c'est le langage hypnotique, ça s'appelle ça. On ne dit pas hypnose, mesmer, spectacle, non, c'est pas ça. Mais c'est vraiment des mots qui vont résonner, en fait, en lui ou en elle, voilà, et qui vont faire sens. Et vous allez être connecté avec ces personnes-là. Par exemple, donc, un rouge, on va dire, écoute, on va aller rapidement ensemble voir tes objectifs. J'ai besoin
de voir si tu peux rentrer dans le programme et si tu peux être parmi les meilleurs. Et le rouge, on va aller rapidement, vite, à tes objectifs et on va aussi aller le challenger, voir si tu es le meilleur, pour voir que tu es le meilleur. Le vert, c'est des mots comme sérénité, cohérence, voilà. En fait, chaque profil, en fait, on a des mots en fait qui vont leur parler en fait. Donc voici les différents profils qu'on peut trouver au quotidien. Et clairement, si vous maîtrisez ça, en fait, vous avez beaucoup plus déjà de chances que ça passe mieux déjà dans vos relations, soit au travail, tout ça en fait, mais aussi quand vous êtes un prescripteur. Parce que vous savez à qui vous parlez et comment parler à cette personne-là en fait. Hop, suivant. L'émotion, vous voyez, donc on fait un peu la transition par rapport à tout à l'heure. L'émotion, un outil puissant dans la vente. Là, c'est marrant parce qu'on a l'air de l'IA, en fait, et on ne parle pas trop d'émotions, l'IA c'est super et tout. Mais moi, je vous parle d'humain aujourd'hui, je vous parle d'émotions. Nous sommes des humains, en fait, et on marche à l'émotion. Vous voyez, tout à l'heure, donc on parlait du copain de Stanley qui a acheté un bien, mais il a acheté en fait à l'émotion. Et quand oui, donc il vous dit souvent, dans le business, il ne faut pas mettre émotionnel, parce qu'on peut faire des erreurs. Après, c'est dur, hein, je sais, on est humain, hein, mais ça peut être très dangereux. Mais en fait, vous devez savoir le maîtriser. En fait, c'est un peu comme si vous avez peur d'une arme. Mais en fait, si vous apprenez à la maîtriser, ben, en fait, c'est hyper puissant en fait. Donc, vous devez apprendre à maîtriser l'émotionnel. On va avoir différentes photos. Là, on voit donc un monsieur qui a acheté du coup sa voiture. Hein. Bon, c'est pas la Lamborghini, la Countach. Hein. Celle-là, elle est moins chère, celle-là. Ensuite, on a un couple hein, qui ont acheté leur nouvelle maison. Hein. Et ensuite, on a une dame qui a acheté son sac. Il est beau le sac, hein. Louis Vuitton, hein, je sais pas. Alors, qu'est-ce qu'on remarque dans ces trois images? Qu'est-ce que vous pouvez remarquer? Ouais, c'est ça. Hop, je vous remets, vous voyez, tac. C'est ça. Ils ont acheté, en fait, avant d'acheter une voiture, un sac, une maison, ils ont acheté avant tout une émotion avant. Ce monsieur, en fait, vous savez, quand vous voulez acheter en fait, une voiture, souvent, donc, au début, vous allez comparer combien il consomme, etc., la puissance et tout. Mais en fait, pourquoi le vendeur il vous dit, allez l'essayer, tiens, vous avez les clés. Et à chaque fois, c'est qu'il faut le coup. Et ça, pourquoi? En fait, parce que vous allez acheter le véhicule qui va vous faire le plus vibrer, dans lequel vous allez le plus vous projeter, dans lequel vous allez avoir en fait le plus d'émotions qui va ressurgir. Et en fait, vous allez acheter une émotion avant d'acheter une voiture. Et c'est pareil pour tout, en fait. Là, le couple, pareil. Là, ils ont acheté leur maison, ils vont y habiter et tout. Ils ont visité plusieurs biens. Bon, là c'est pour eux. Hein. On prend le cas où c'est pour eux, pour habiter, c'est pas pour le locatif. Hein. Ils vont acheter en fait la maison où ils vont en fait le plus se projeter. Dans la maison en fait où ils vont plus voir leurs enfants jouer dans le salon. Où eux en fait ils vont le plus s'imaginer, passer leur vie en fait. Ils vont acheter encore une fois une émotion. C'est l'émotion, vous voyez. Ils vont connecter avec la maison. Et ensuite, donc, pareil, donc madame, elle a acheté un sac, toute contente, tout, ça y est, le beau sac. Elle a acheté en fait une émotion aussi, pareil, l'émotion de fierté, qu'elle sort dans la rue, ah, je serai fière avec mon nouveau sac et tout. Les femmes, elles vont se retourner sur moi, je serai trop contente et tout. Et souvent, on a les acheteurs compulsifs, hein, parfois ça arrive. Pareil, ils ont besoin d'acheter pour retrouver l'émotion de bien-être. Ah, j'ai acheté, je suis bien, en fait, ça y est. J'ai acheté un état émotionnel. Et après, ça ne va plus, ils vont racheter un objet en plus qui va servir à rien souvent. Mais en fait, d'acheter, ça y est, ça va beaucoup mieux en fait. Vous voyez? Donc vraiment, l'émotion, c'est hyper important de savoir le maîtriser. Du coup, donc là, nous allons voir ensemble les 11 étapes d'un appel de closing de vente. Comment ça se déroule en fait, par rapport à un commercial classique. Étape numéro 1, on a le briser la glace. Donc ça, c'est mettre en confiance votre client, votre prospect. En fait, comme dit le proverbe, on n'a qu'une chance de faire une bonne première impression. Donc déjà, si vous arrivez et que vous tirez la gueule, c'est pas bon déjà. Première impression,
vous êtes mal rasé, mal coiffé. Première impression, pas bon. Donc là, il faut créer donc une connexion avec le prospect. On parle un peu pendant 5 minutes, hein, un peu de tout, de rien. Salut, mais comment ça va? Vous êtes d'où? Du coup? Alors moi, quand j'avais des Parisiens, du coup, donc en visio, ouais, j'ai bien taquiné un peu les Parisiens, alors, je suis du Sud. Je lui dis, et du coup, toi, tu es d'où? Ah, je suis de Paris. Paris? Oh là là, désolé. Oh, pourquoi? À Paris, il pleut et tout. Ah, il peut pas, regarde, il fait beau chez moi. Pas possible, tu n'es pas à Paris là. Mais si, regarde les phrases. Souvent à Paris, ils se levaient avec leur caméra. Regarde et tout, il fait beau chez moi et tout. T'es pas à Paris, c'est pas possible. Si, si, c'est pas. Ils rigolaient et tout, voilà. Vraiment, le but c'est que le prospect se sente à l'aise, on détend l'atmosphère, voilà. Et on va déjà briser la glace. Étape numéro 2, identifier les besoins, objectifs et utiliser le TAC. Alors, TAC, c'est pas tic-tac, c'est pas. Hein, attention. Le TAC, c'est temps, argent, conjoint. Donc là, on va demander du coup, pourquoi tu es là, tout ça, qu'est-ce que tu veux. Et le temps, argent, conjoint, c'est hyper important. Déjà, imaginez que vous vendez donc une formation. Est-ce que tu as 5 à 6 heures déjà par semaine pour te former? Si vous dites non, mais déjà, c'est mort, c'est compliqué. Ah non, voilà, j'ai pas le temps, moi j'ai que 1 heure grand max. Alors, déjà, c'est mort déjà. Vous voyez? Argent. Est-ce que tu as prévu un budget pour te former? Déjà, il faut savoir s'il a les moyens, il peut payer, pas payer, est-ce qu'il a prévu un budget? Ou alors, oui, ça arrive, ne rigolez pas. Ah, mais c'est pas gratuit? Parce qu'il y a encore des gens qui pensent que c'est gratuit, des fois, des formations en ligne. Et là, on peut déjà balayer tout ça. Et le C de conjoint. Le conjoint, pourquoi c'est important? Très important aussi, le conjoint. Pourquoi ces 3 étapes sont importantes, le TAC? Sinon, en fin d'appel, vous allez vous prendre un revers. Là, le conjoint, par exemple, donc, vous avez monsieur sur l'appel, hein, ou madame. Voilà, du prospect. Voilà, vous avez donc votre client, là, donc là, en visio, tout ça, le client il est là et tout. Toujours demander, et du coup, quand tu prends tes décisions, tu peux le faire seul ou tu as besoin d'en parler avant à ta femme, un associé, à ton cheval, à ton chien. Voilà. Parce que, qu'est-ce qui va se passer? Si jamais vous ne faites pas ça, vous allez faire votre appel de vente, vous allez faire votre pitch, vous allez poser votre prix, et à la fin de l'appel, qu'est-ce que... Voilà. Mais alors, je suis super intéressé, je suis chaud, mais il faut que j'en parle à ma femme. Ou mon mari. Ou ma mère. Ça Aussi, à la mère aussi, ou des fois aussi. Oui, des fois. Merci. Pas les garçons, c'était. Je prends moi, c'était en fait un jeune couple qui voulait être accompagné pour un projet. Le micro. La mère, ouais, ça aussi, c'est pas mal aussi, la mère. Pas mal aussi. Du coup, alors moi, oui. Ça parle ou pas? Non. Non. Il fonctionne pas. Il fonctionne pas. Vas-y. Allô? C'est bon, ça fonctionne. Oui, alors là, en fait, c'était un couple que j'accompagnais. Donc, normalement, il y avait les deux, du coup. Et tout était bon, tout était closé. C'est bon. Ouais. 2 jours plus tard, il ne répond plus. J'envoie le message en disant, vous avez bien reçu le contrat? Pas de réponse. 1 semaine plus tard. Le ghost. Oui, monsieur Laporal, oui, désolé, j'ai reçu le contrat. Mais par contre, ma mère est comptable. Je lui dis, mais c'est quoi le rapport avec votre mère? Il dit, oui, vous savez, comme elle a eu des entrepreneurs, ça s'est mal passé, donc du coup, elle sait très bien que c'est très risqué ce que vous proposez. J'ai dit, mais attendez, mais dans la vie, tout est risqué. Hein. La question à se poser déjà, c'est est-ce que vous pensez qu'elle a plus d'expertise que moi? Donc j'ai voulu contre-argumenter. Bon, à la fin, ils ont signé. Mais ce que je veux dire par là, c'est que je n'étais pas au courant qu'il y avait en fait une personne décisionnaire supplémentaire. Sachant que pour moi, il y avait le couple était là. Le couple avait validé en direct. Ils m'ont dit c'est OK, envoyez-nous le contrat, on le signe dans les 24-48 heures et on y va. Voilà. C'est mon retour d'expérience. Ça a été choquant. Ouais, choquant. Ouais, t'as aussi. Du coup, c'est pour ça que c'est hyper important de, comme on dit, creuser et savoir, même si c'est un couple, si c'est vraiment eux, et si sont en fait les seuls en fait, à décider, les seuls sur le projet, voilà.
pareil, pour l'argent, si vous ne creusez pas là, à la fin, ah, mais j'ai pas l'argent, moi. Et là, vous avez posé votre prix, vous avez pitché et tout, c'est mort. Ou le temps, à la fin, il va vous dire, il va esquiver. Super et tout, non, mais finalement, j'ai pas le temps, en fait. Et là, parce que vous n'avez pas anticipé les objections, en fait, il va vous sortir le client donc à la fin. Donc, c'est hyper important déjà de creuser à ce moment-là, tout ça. Étape numéro 3, c'est là où les prescripteurs arrivent. Et c'est là, en fait, où on se différencie, en fait, du commercial terrain classique. On va explorer les douleurs, en fait, du prospect. Pourquoi est-ce qu'il est là? Donc là, j'ai fait pleurer beaucoup de femmes hein, à ce moment-là, je vous le dis. Parce que j'ai fait pleurer beaucoup de femmes à ce moment-là, en visio. Parce qu'en fait, j'ai vraiment exploré, là, je prends l'appel, en fait, et tant que je n'ai pas trouvé le pétrole, je vais triturer, appuyer sur la douleur, appuyer sur la carie. Il faut faire conscientiser, en fait, le prospect de sa situation où il est, en fait, aujourd'hui. Par exemple, je prends n'importe quoi, vous êtes coach en nutrition, coach sportif, par exemple, là. Vous avez donc un monsieur donc, ou une dame qui vient vous voir, j'ai pris 20 kilos, par exemple une dame, j'ai pris 20 kilos, j'ai accouché de mon second enfant, j'arrive plus donc à les perdre, tout ça. Ok. Du coup, qu'est-ce que ça fait du coup jusqu'à maintenant pour essayer de les perdre? Ah, j'ai fait des régimes, mais ça ne marchait pas, j'ai perdu 1 kilo, 2 kilos, ça ne marche pas en fait. Ok. Du coup, depuis combien de temps tu es comme ça, dis-moi? Ah, ça fait 1 an. Ok. Donc là, à cette phase-là, on fait des silences. La voix est posée, on fait des silences, car les mots sont d'argent, mais le silence est d'or, comme dit le proverbe. On écoute et on rebondit sur ce que va dire en fait le. Ok, mais du coup, donc ça fait 1 an, ok, du coup, mais c'est quoi en fait les conséquences sur toi là, du coup, aujourd'hui? Ah, les conséquences, c'est que je m'aime plus, j'arrive plus en fait à me voir dans la glace. Des fois, je vais faire du sport, mais je suis essoufflé. Ok. Tu n'arrives plus en fait à te voir dans la glace, c'est-à-dire, dis-moi. Ah, ben je me trouve moche, je me trouve pas belle, etc. Ok. Du coup, tu es marié? Ah oui. Ok, du coup, ton mari, qu'est-ce qu'il en pense de tout ça, lui? Ah ben non, mais lui, franchement, il est adorable, il me soutient et tout, mais je vois que dans ses yeux, c'est plus comme avant. En fait, il n'y a plus la flamme et tout. Ok, il n'y a plus la flamme. Et du coup, toi, qu'est-ce que tu ressens, toi, du coup, à ce moment-là, quand ton mari, du coup, te regarde, que tu vois que ça ne brille plus? Ah, mais franchement, j'ai honte de moi, je suis pas bien, etc., vous voyez. Et je vais creuser comme ça, creuser. Et ça, dans la psychologie, jusqu'à vraiment trouver la carie, en fait, comme on dit. C'est un peu comme un dentiste, vous savez. Quand on y va, avec voilà, vous y allez et tout, par exemple pour un blanchiment des dents, hein, par exemple, il vous dit, je vois qu'il y a une carie bientôt qui va arriver. Qu'est-ce qu'on fait? Non, c'est bon, plus tard, hein. J'ai pas le temps, moi. En plus, il est chiant celui-là, c'est bon. Plus tard. Là, la même situation, le même dentiste, il vous dit, je vois qu'il y a une carie là. Et là, il va appuyer dessus. Vous savez, la petite aiguille là, il va enfoncer. Oula, aïe, ça fait mal. Qu'est-ce qu'on fait? Ah non, mais allez-y. Vous voyez, il a appuyé sur la douleur, il a appuyé où ça fait mal et ça fait réagir quand on va appuyer sur la douleur. Là, c'est pareil. Vous voyez? Et toujours remercier une personne en fait qui se confie à vous. Quand vous arrivez, parce que ça c'est puissant ça, faire ça. Les gens là, ils vous connaissent depuis quoi? 10 minutes. Ils arrivent à se confier à vous, à vous raconter leurs problèmes, leur quotidien en fait. Et ça c'est puissant quand vous arrivez à maîtriser en fait cette phase-là. C'est ultra puissant. Et toujours, voilà, on remercie le prospect, parce qu'il s'est quand même confié à vous, donc il ne vous connaît pas, donc on remercie. Voilà. Il faut montrer vraiment de la gratitude, c'est très important. Ensuite, étape numéro 4, oui, 4. Projeter le prospect, aider à visualiser une vision d'avenir idéale. Là, on va rester toujours dans l'émotion, mais là, en fait, on va le remonter en énergie. Et là, on reprend tous les aspects négatifs en positif. Et là, du coup, donc imagine, ça y est, tu as fait l'accompagnement, tu as perdu du coup tes 20 kilos. Comment tu te sens là, à ce moment-là? Dis-moi, ben là, je serais heureuse et tout, épanoui, ok, du coup. Et ton mari, du coup, comment il va te regarder à ce moment-là? Ben là, il sera content, il sera fier de moi, il aura de nouveau la flamme dans les yeux. Et toi, comment tu vas te sentir toi, à ce moment-là? Moi, je serais une femme épanouie, fière, etc., vous voyez?
on reprend le côté émotionnel, mais en positif. Et là, il faut avoir la voix beaucoup plus enjouée. Il n'y a pas de silence là. Ok? Là c'est vraiment le positif. Ensuite, étape numéro 5, prise de conscience. Le prospect doit réaliser qu'il ne peut plus rester dans sa situation actuelle. Donc là, on a remonté en fait l'énergie, tout ça, super, il est content, et là, ascenseur émotionnel. Comme j'ai dit, moi, c'est le coup de marteau, le coup de massue. Du coup, je vais résumer du coup, donc, ce qu'on s'est dit. Hein. Voilà, donc on dit ça donc, au prospect. Donc, tu m'as dit que tu voulais, on reprend ce qu'il veut, perdre tes 20 kilos, avoir une meilleure vie, etc. etc. C'est bien ça? Ouais, c'est ça, c'est ça. Et là, sauf que là, on le ramène à sa réalité. Aujourd'hui, tu n'arrives pas à les perdre. Ben, ton mari, je te regarde, mais c'est plus pareil. Tu as honte de toi, en fait, pour reprendre tes mots, en fait. C'est ça? Oui, c'est ça. Là, vous sentez vraiment que là, ça devient pesant, en fait. Du coup, combien de temps tu peux rester comme ça, encore dis-moi, dans ta situation, là, aujourd'hui? Vous voyez, prise de conscience. Ah ben non, mais là, il faut que ça bouge, il faut que ça change. Ok, mais quand, en fait? Quand? Ah ben là, aujourd'hui, là, demain. Et du coup, si tu ne fais rien, là, si tu ne passes pas en fait à l'action, qu'est-ce qui va se passer pour toi? La vision de son enfer, en fait, vous voyez? Ah ben il va se passer que je vais partir en dépression, en burn-out, etc. Du coup, c'est ce que tu veux, toi? Non. Qu'est-ce que tu veux, toi? Moi, je veux ici, là, on remonte. Du coup, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses pour avoir ça, justement? Ah ben faut que je me forme, il faut que je prenne ton programme, il faut que je maigrisse. Vous voyez? Prise de conscience. Vous voyez? Étape numéro 6. Apporter une solution. Les bénéfices de votre accompagnement sans vendre. Vous voyez, là, je n'ai pas parlé de mon programme. Là, je te focus que sur madame, par exemple. Et là, on va dire, ok, voilà, on va dire les Corinne. Voilà, ok, Corinne. Du coup, par rapport à ce que tu m'as dit, j'ai la certitude, on dit bien j'ai la certitude, et pas je pense que, parce que quand on dit je pense, c'est qu'il y a un doute. On dit j'ai la certitude que grâce à mon accompagnement, tu vas pouvoir avoir, et là on reprend ce que veut madame, vous voyez, pour que ça passe en fait une connexion, pour que tu aies ça, et pour que plus jamais tu n'aies à subir, et là on reprend ces douleurs. Et pour ça, ça va se passer, hein, par exemple, 3 gros piliers, 3 grosses étapes, mais le mot pilier c'est beaucoup plus fort, pilier, que le mot étape, ça fait un peu... pilier, en fait, l'image psychologique de pilier, ça fait costaud, ça fait solide, quand on dit pilier. Et là, c'est là en fait, où vous allez pitcher votre offre et parler de votre produit. Mais ça, c'est 5 minutes. Hein. Présentez l'offre personnalisée avec les bénéfices ciblés qui vont résonner chez votre prospect, chez votre client. Pourquoi je dis ciblé? Parce qu'en fait, il y a trop encore de commerciaux ou des prescripteurs des fois qui vont faire le même pitch à chaque fois, qui vont répéter la même chose en fait. Mais ça ne va pas parler, ça ne va pas résonner en fait chez le prospect. Par exemple, si votre client donc, il vous dit, ben moi, ce que je veux, plutôt donc, dans l'appel, ben moi, il faut que je sois accompagné, je vais avoir donc un suivi, et que vous, en fait, vous savez que dans votre accompagnement, ça y est, ça en fait, vous allez appuyer ce facteur-là dans le pitch. Il faut créer, comme on dit, l'effet waouh. On appelle ça l'effet waouh. Il faut que le client, ah putain, en fait, c'est vraiment ce que je veux, ça me correspond à 100%, c'est ce programme-là qu'il me faut en fait. S'il n'y a pas l'effet waouh, compliqué là. Si l'offre que vous allez lui présenter, ça ne lui parle pas, compliqué. Vous voyez, donc c'est pour ça qu'il faut en fait faire un pitch personnalisé par rapport à votre prospect. Pas un pitch bateau que font beaucoup de commerciaux, voilà, blablabla, qui vont faire leur poésie là. Mais en plus, on sent que c'est récité et c'est faux en fait. Ensuite, challenger le prospect. Donc là, on lui a fait le pitch, il est chaud. Ah ouais, du coup, qu'est-ce que tu en penses du coup de mon programme? Ah, c'est super, vraiment ça me correspond. Ok, du coup, pourquoi tu dis que ça te correspond? Et là, c'est lui qui va se vendre tout seul en fait, qui va acheter. Ah, ben parce que tu m'as dit qu'il y avait ci, qu'il y avait ça. Vous voyez, nous en fait, c'est faire dire. Nous, en fait, on n'est pas là pour dire, on fait que poser en fait des questions. Hein. On n'est pas là pour dire, on est là pour faire dire en fait au client. C'est ça la différence. Et du coup, dans ce moment-là, il est chaud et tout là, on ne dit pas le prix encore. Parce que là, il ne sait toujours pas combien ça coûte encore. Il ne sait pas encore. Et là, vous allez challenger le prospect. Ok, mais dis-moi, Corinne, pourquoi je te prendrais toi en fait du coup de mon programme?
pourquoi pas toi après, j'ai Julie, tu vois, donc après toi. Qu'est-ce qui fait que je prendrais à toi? Et là, c'est le prospect qui va se justifier. Vous allez forcer le prospect à dire ah ben, parce que moi, je suis hyper motivé. Moi, etc. Là, ils sont tous motivés. Moi, je suis motivé, moi, ci, moi, ça. En fait, c'est toujours au prospect à se justifier. Jamais au prescripteur à se justifier. Les mauvais commerciaux prescripteurs, en fait, vont se justifier. Qui se justifie se... Voilà, merci. Ça c'est mon dicton favori, ça. Qui se justifie se crucifie. Vous voyez? Donc, on ne se justifie pas. Jamais, ça c'est interdit, ça. Vous voyez? Et ensuite, on va poser le prix. Alors là aussi, là, il y a des commerciaux, là, ils tremblent. Oh là là, il faut dire le prix, là. Comment il va réagir? Donner le montant, du coup, investir avec sérénité et on bannit les mots de votre appel, les mots prix, les mots tarifs, les mots coût. Pourquoi est-ce qu'il faut bannir ces mots, d'après vous? Je pense que ça fait peur. Ouais. En entendant le prix, le tarif, le coût, on se dit, oh, ça va l'argent. Oui. C'est- On va avoir l'argent. Exactement. En fait, les mots prix, tarif, coût, c'est les mots en fait, qui font peur. Ça fait dépense. Ça fait achat. Et qui dit dépense, ben, c'est pas bon, quoi. Oh. Comment? Ouais, c'est ça. On est toujours le montant à investir, on veut dire. Parce que là, on investit son argent. On le dépense. Ce n'est pas une dépense. Vous voyez? Du coup, le montant à investir est de, par exemple, 3 000 euros. Et là, on se tait. On se tait. Quand on pose le prix, silence. Là, encore une fois, les mauvais commerciaux, prescripteurs, qui ont peur de poser le prix, ils vont commencer à parler. Mais du coup, tu peux faire un plusieurs fois, il n'y a pas de souci si ça fait trop cher pour toi. Et là, c'est mort en fait. On se tait et c'est le prospect qui doit parler à ce moment-là. Celui qui parle en fait le premier a perdu. Donc faites en sorte que ce ne soit pas vous quand même. Voilà. Et là, souvent en fait, on a souvent le même retour. Et du coup, je peux payer en plusieurs fois. Ou alors, ah, c'est cher. Si vous dites que c'est cher, c'est que vous avez merdé. Ça veut dire en fait dans cher, du coup, là c'est pareil, là le mauvais prescripteur va dire mais comment ça c'est cher? Mais t'as pas compris que mon offre était super, tu peux maigrir, tout ça, mais c'est génial en fait, t'as pas compris ou quoi? Là il va s'énerver et tout, et là c'est pas bon, là c'est le prospect ou là. Alors que là, bon, ok cher, mais quand tu dis cher en fait, dis-moi c'est par rapport à quoi? Tu n'as pas compris la valeur que ça pouvait t'apporter, la valeur du programme, ou c'est cher par rapport à tes moyennes, dis-moi. Vous voyez, on reste calme, cool. Là, souvent, ils vont dire, ben non, mais c'est super, mais j'ai bien compris, mais là, j'ai pas 3 000 euros comme ça, en fait, à te donner, comme ça. Ok, je comprends, pas de souci. On n'a pas tous 3 000 euros comme ça. Ok, mais est-ce que tu es ok pour qu'on trouve ensemble des solutions? Moi, je suis là pour t'aider, pour t'accompagner, je suis à côté de toi. Est-ce que tu es ouverte pour trouver des solutions ensemble? Vous voyez, on reste cool, on est à côté du prospect, on n'est pas en face, on ne s'énerve pas. Oui, ok. Et là, on va voir. Du coup, quel est toi, du coup, le montant que tu peux investir? Dis-moi. Ah, je sais pas, moi, j'aurais mis peut-être 1 000 euros. Peut-être, c'était bon. Vous savez que vous avez, par exemple, le plusieurs fois, par exemple, sous le coude. Mais on l'a pas dit encore. On garde ces jokers sous le coude. Là, pareil, les mauvais commerçants, on dit, mais tu peux faire un plusieurs fois, 4 fois, 5 fois, 10 fois. Zéro, ça ne vaut rien. C'est au prospect, en fait, à vous dire combien lui, donc, il peut mettre, il peut verser. Et vous savez, après vous, sur quoi vous allez partir. Ce que vous allez lui présenter comme offre de paiement, en fait. Vous voyez? Moi, en fait, j'appelle ça, c'est l'effet entonnoir. On m'a posé des questions. C'est quoi ton budget? Tu es OK pour qu'on trouve des solutions? Oui, toujours demander l'autorisation, etc., etc. Vous voyez? Ensuite, les objections, c'est qui arrive à l'étape 10. Alors là, si vous avez bien fait le TAC, donc au début, temps, argent conjoint, normalement, la seule vraie objection que là, il peut vous sortir, le prospect, la seule vraie objection, c'est les moyens, comme on a vu là précédemment, qu'il n'a pas l'argent, mais il est ouvert en fait, à trouver des solutions. Là, en fait, il n'a pas le droit de vous dire, il faut que j'en parle à ma mère, à mon chat, à mon chien, hein, ou j'ai pas l'argent, j'ai pas le temps, parce que ça, on l'a balayé avant, tout ça. Vous voyez? Mais les objections, ça fait partie du jeu. Et souvent aussi, là, il y a des commerçants qui ont peur. Oh là, j'espère qu'elle ne va pas me dire que c'est trop cher, ou j'espère que...
on serre les fesses, on ferme les yeux, ça va passer. Ah, ça passe pas, merde, objection, votre honneur. Du coup, c'est pas grave, ça fait partie du game, on répond tranquillement, voilà, avec sérénité, voilà. Mais là, voilà, encore une fois, si vous avez bien fait toutes les précédentes étapes, à ce moment-là, voilà, ça passe crème. Hop, ensuite, conclusion. Voilà, le prospect, donc, du coup, donc là, il est OK, tout ça. On lit le contrat avec le client. Parce que là, on est en visio, je rappelle. Donc, parce que là, le client, il peut prendre la fuite, il va dire OK, du coup, envoie-moi le contrat et je te le signe, un peu comme avec Stanley, du coup. Dans 2 jours, je te le signe et tout. Je vais voir ça à tête reposée, mais promis, j'aurais craché. Hein, je te le signe. Et oula, ouais, super, hein, tout. Hein. Et 2 jours après, un ghost, on appelle ça. Un fantôme. Un peu d'image. Ah merde, pourtant, mais il m'avait juré que c'était OK pour lui. Hein. Non, il faut lire avec le client. Pourquoi déjà? Parce que sinon, après, là, il peut vous feinter. Et souvent, ils auront des questions sur le contrat. Ils n'auront pas compris les choses. Donc là, vous êtes là pour y répondre, pour le rassurer, en fait. On doit l'accompagner, encore une fois. On accompagne le client. Il n'est pas là juste pour le vendre, quoi. Donc, et ensuite, on signe le contrat ensemble, la signature électronique, par exemple. Et on procède au paiement. Et on accompagne aussi le client jusqu'au paiement. Parce que là aussi, il peut vous feinter. Ah, mais là, le paiement, je te le fais demain. Hein. Ah, pourquoi demain? Ah, parce que là, il faut faire un virement de mon compte offshore. Hein. Mais tu gagnes 10 000 euros, t'as un compte offshore? Ouais. Tu comprends? Ouais. Mais promis, hein, promis, demain je le fais. C'est sûr, hein, promis, demain je le fais. Non, ça marche pas, ça. Ça, c'est bullshit. Hein, on le sait. Combien de fois tous ici, donc on a fait un magasin aussi, imagine donc, vous arrivez dans un magasin, vous voulez donc essayer un habit, et là, le vendeur qui arrive, ou la vendeuse, je peux vous aider? Ah, c'est chiant ça, à vous coller. Hein. Et là, qui ici a déjà fait donc un vendeur, un commercial, je veux réfléchir? Voilà, je veux réfléchir. Voilà. C'est ça. Je veux réfléchir. On sait tous très bien ici que le je veux réfléchir, c'est non. C'est un non déguisé, on le sait, mais on n'ose pas le dire. Et c'est ça, et ça c'est un écran de fumée, ça s'appelle ça. Ça c'est fumigène, donc là c'est pareil. Le mauvais commercial, parce qu'il te dira OK, du coup, on se rappelle quand? Ah, demain, hein, je te rappelle. Ouais, c'est ça, ouais, demain. Ouais, c'est ça. Voilà. Et là, pareil. OK, tu veux réfléchir. Pas de souci, non, c'est normal. Hein. Je suis là pour t'aider, du coup, tu veux réfléchir à quoi, dis-moi? Sur quel point tu veux réfléchir? Et là, vous aurez la véritable objection. Pourquoi il veut réfléchir? Ah, ben parce que c'est vrai que j'ai pas les moyens, c'est compliqué. Là, oui. Et là, on peut travailler. Il faut pas s'arrêter à je veux réfléchir. C'est bien que ça, c'est un écran de fumée, ça, c'est pareil. Vous voyez? Donc là, on lit le contrat, paiement, du coup, et la vente est conclue. Ouais, c'est fait. Vous voyez? Du coup, hop, pour conclure, un résumé. Une bonne vente est un acte d'achat et non de vente. Là je l'ai perdu, non, là. Pourquoi, en fait? C'est quoi la différence? Un acte d'achat, c'est votre client qui va acheter de lui-même votre produit. Parce que vous aurez bien fait les étapes émotionnelles et tout ça. Donc, il va dire, j'en ai besoin, il me le faut, je le prends. Ça, c'est un acte d'achat. Un acte de vente, c'est vous qui allez forcer votre client, vous allez vendre le produit. Vous allez forcer votre client, comme le commercial classique, qui va vous forcer à signer. Là. Et dans 2-3 jours, vous allez vous prendre, finalement, j'ai bien réfléchi, je peux le faire, je me rétracte. Et voilà, bam. Voyez. Donc, il faut vraiment, une bonne vente, c'est un acte d'achat et pas un acte de vente. Ensuite, l'émotion est indispensable dans un entretien de vente. Pour avoir l'acte d'achat, il faut l'émotion. S'il n'y a pas l'émotion, il n'y a pas d'acte d'achat de votre client. La vente fait partie de votre quotidien. Vous devez en faire votre meilleur allié et vous former, clairement. Du coup, donc, je fais donc aujourd'hui, je propose du coup donc, une formation, un accompagnement, justement, c'est un programme Viral Growth, pour vous former,
pour vous apprendre justement ces compétences que vous devez maîtriser au quotidien. Ça peut être pour un complément de revenus, ça peut être pour apprendre un nouveau métier aussi, clairement. Mais vous devez vous former en fait, parce que la vente fait partie de votre quotidien. Et même vous qui êtes dans l'IMO, en fait, vous devez apprendre comment vendre un projet au banquier, comment vendre, vous, un jour, si vous vendez par exemple un immeuble, vous voulez le vendre. Comment le vendre, comment négocier un prix. La vente, elle est partout, partout, partout. Avec vos enfants, votre femme, vos collègues, partout en fait. Ok? Du coup, merci à tous, du coup, pour votre attention.